Quels sont les impacts environnementaux de la transformation? L'indicateur gaz à effet de serre est utilisé pour quantifier l'impact aux différents maillons de la filière porcine. L'élevage représente 70% de l'impact des gaz à effet de serre, avec une émission de 2,69 kg de CO2 par kilo de porc vif. L'abattage et la découpe de porc représentent 15% de l'impact des gaz à effet de serre, avec une émission supplémentaire de 0,87 kg de CO2 par kilo de viande. Nous allons maintenant regarder la partie transformation, qui selon les produits représente environ 20% de l'impact des gaz à effet de serre. En salaison cuite, en prenant l'exemple du jambon cuit, on a ici une représentation des principaux impacts liés à la fabrication de ce produit. L'impact global est estimé à 4,68 kg de CO2 par kilo de produit. L'impact lié aux viandes est prépondérant, il représente environ 80% de l'impact global. Ensuite, on peut observer des impacts liés aux emballages, aux énergies et aux fluides frigorigènes. En salaison sèche, l'impact gaz à effet de serre est plus important qu'en salaison cuite. Pourquoi? Parce que l'on va concentrer le produit, on va faire notamment des périodes de séchage et d'affinage qui vont permettre de retirer une partie de l'eau du produit. Les salaisons sèches représentent ainsi environ 6,91 kg de CO2 par kilo de produit. Comme pour la salaison cuite, les viandes ont un impact prépondérant. Ensuite, on peut constater des impacts liés aux emballages, aux énergies, aux fluides frigorigènes, mais également au transport, qui sont liés au fait que les zones de production, les zones d'élevage, sont situées à des distances importantes des zones de fabrication des produits, qui sont plutôt situées dans le sud-est ou le sud-ouest de la France. L'indicateur consommation d'eau est aussi suivi dans le cadre d'études. Et ici, on regarde que pour fabriquer du jambon cuit, la consommation d'eau peut être décomposée en fonction des différents maillons qui servent à cette fabrication. On se rend compte au travers d'études conduites par l'INRA et Arvalis que la partie culture utilise beaucoup plus d'eau que les parties suivantes en raison de l'irrigation notamment nécessaire pour certaines cultures. Et on le voit que la partie élevage, abattage, découpe et transformation ont des niveaux de consommation, d'utilisation moindres, mais qui sont liés notamment au lavage des salles et puis à l'utilisation d'eau dans les process, en termes notamment de refroidissement ou même de formulation. Un indicateur important, et je reviendrai dessus, c'est l'indicateur emballage. On se rend compte au travers de ce graphique, ou de ce tableau, pardon, qu'il y a des poids en grammes équivalents plastique par kilogramme de produits emballés qui vont être très différents en fonction des choix qui seront faits par les industriels. Un jambon vendu à la au rayon trad, en tranche, va être beaucoup moins impactant qu'un produit tranché vendu au rayon libre-service. Vous voyez qu'on peut avoir entre un jambon à la coupe un poids d'emballage qui est de 10 versus un produit qui est vendu au rayon libre-service qui va avoir un poids d'emballage de 200. Donc l'équivalent en CO2, vous voyez, va passer de 2,70 à 17%, donc un impact beaucoup plus fort lié à la quantité de produits qui va être faible au regard de la quantité d'emballage. Alors, quels sont les moyens de réduction de ces impacts dans la filière porcine? On a orienté nos travaux, et plus particulièrement dans notre équipe, sur les emballages et sur les énergies. Citeo a financé un certain nombre de projets visant à supprimer le PVC et à travailler sur la recyclabilité. C'est des projets qui sont passés ou qui sont actuellement en cours, je pense notamment au projet monofilm. On a eu aussi un projet intéressant financé par l'ADEME pour maîtriser la consommation d'énergie dans les industries agroalimentaires. Alors quand on parle d'emballage, on revient naturellement au cycle de vie et on s'intéresse à la matière première qui va être utilisée,
la zone de fabrication, mais surtout à sa fin de vie qui va avoir un rôle prépondérant sur les gaz à effet de serre. Dans notre pays, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'emballages qui sont utilisés. Tous les emballages n'ont pas le même impact. On peut le voir sur cette diapositive, certains emballages vont nous apporter le sourire parce qu'ils permettent aujourd'hui d'envisager de leur recyclage. On va ainsi identifier des emballages tels que le polypropylène, le PP, le polyéthylène ou le PET, qui aujourd'hui ont suffisamment de gisements pour pouvoir permettre un recyclage dans des filières adaptées. Il faut savoir qu'une grande partie des produits de la transformation utilisent des emballages complexes, c'est-à-dire qui comportent plusieurs couches. L'intérêt de ces emballages complexes est d'apporter de la fonctionnalité à ces emballages. Ces emballages vont être étanches, ils vont être scellables, ils vont être pelables, ils vont être barrières au gaz que l'on va réinjecter dans les barquettes. Donc ils vont apporter un certain nombre de propriétés fonctionnelles et techniques qui vont permettre la bonne conservation et la bonne utilisation de ces emballages. Ces emballages-là ne sont pas aujourd'hui recyclables, par contre ils permettent une valorisation énergétique. Et enfin, il existe des emballages qui vont poser problème parce qu'il n'existe pas de recyclage et qui ne pourront pas être valorisés d'un point de vue énergétique parce qu'ils vont poser des problèmes de compatibilité avec des équipements en place. On parle notamment des emballages en PVC. Une grande partie des emballages en PVC ont déjà été supprimés. On estime aujourd'hui que 70 à 80% des emballages ne contiennent plus de PVC et que normalement ils devraient être complètement supprimés d'ici 2022. 2022, c'est une date importante dans notre pays parce qu'il correspond à la fin de l'extension des consignes de tri. Aujourd'hui, un consommateur sur deux, 50% de la population, est amené à trier ses emballages et à les mettre dans les poubelles ou les sacs jaunes. Mais d'ici 2022, c'est 100% des consommateurs français qui le feront. Et donc, il est important d'anticiper cette date pour éco-concevoir des emballages et utiliser des emballages qui demain seront particulièrement recyclables dans les filières existantes. J'ai pris ici à l'écran l'exemple du PET. Le PET, utilisé pour les bouteilles en plastique, est largement utilisé en France, mais ce PET peut être recyclable. On va alors parler de RPET. Ce RPET peut être introduit entre deux couches d'APET vierge et ainsi reformer des barquettes et reformer des polymères qui seront utilisables. Et on le voit au travers d'une étude qui a été menée par l'ADEME que la réutilisation d'emballages tels que le PET permet d'avoir un impact CO2 bien moindre et faire une économie de quasiment 70% par rapport à du PET vierge. Par ailleurs, Citeo, qui est l'organisme de gestion des emballages en France, encourage l'utilisation d'emballages recyclables et pénalise l'utilisation d'emballages qui ne sont pas recyclables, tels que le PVC. On a ainsi une nouvelle grille tarifaire qui est sortie en 2020 qui incite fortement les industriels à ces nouvelles solutions. Alors, on a parlé d'emballage, mais maintenant je vais vous parler de consommation d'énergie. La question qu'on se pose souvent, c'est combien je consomme dans mon entreprise. Avoir une facture mensuelle ou trimestrielle n'est pas aujourd'hui satisfaisant ou suffisant pour permettre une bonne gestion de mon énergie au sein de mon entreprise. C'est pour ça qu'il existe en fait des outils disponibles. Aujourd'hui, nous, on a travaillé avec Energency, qui est une entreprise spécialisée dans les économies d'énergie, pour pouvoir capter l'information disponible sur les sites industriels. Sur les sites industriels, vous avez des capteurs qui peuvent être positionnés et ces capteurs ont la capacité de faire remonter l'information en temps réel des consommations d'eau, de gaz, d'électricité, de façon à ce que les industriels puissent avoir une information en temps réel de leur consommation et puissent agir pour voir s'il y a une surconsommation ou une sous-consommation dans leur process. Aujourd'hui, des applications sont disponibles et permettent de restituer de la valeur aux industriels et de mettre en place des systèmes de management de l'énergie. Le management de l'énergie nécessite de bien connaître l'architecture de mesure dans son atelier, de mettre en place un système de télérelève avec des bornes Wi-Fi ou de la radiofréquence pour transmettre cette information vers un poste informatique qui transmet cette information ensuite vers une plateforme qui optimise
et qui valorise ces informations sous forme de graphiques, de rapports, pour que l'industriel puisse mettre en place un management de cette énergie. Donc aujourd'hui, des plateformes sont disponibles, telles que présentées à l'écran. Elles sont capables de restituer une information telle que combien me coûte mon énergie, est-ce que j'ai consommé plus d'eau, de gaz ou d'électricité que le mois dernier, quels sont mes ateliers qui sont les plus énergivores, quels sont mes ratios de production, combien de mètres cubes de gaz j'ai dû utiliser pour produire une tonne de produit. Bref, aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de remonter cette information et de la valoriser. L'avantage de ces rapports ou de ces monitoring en temps réel, c'est qu'ils permettent de réduire le temps entre le moment où on avait l'information par le passé avec une facture et le temps où on peut agir. Là, on passe d'une vision macro de l'usine à une vision atelier, voire une vision produit, qui permet de mieux suivre l'évolution des consommations, voire même de supprimer une référence si on se rend compte qu'elle est trop énergivore. L'énergie n'est pas aujourd'hui un poste très important de consommation. Cependant, il n'est pas très important par rapport à d'autres industries, comme l'industrie automobile ou l'industrie papetière. Il faut savoir que ces industries-là, aujourd'hui, ont des tels besoins en énergie qu'ils utilisent ce type de plateforme pour prédire en fait leur consommation d'énergie et maîtriser leurs achats. Donc en conclusion, je dirais que dans le secteur de la transformation, deux leviers d'action sont vraiment intéressants, la maîtrise de l'énergie et la maîtrise des emballages, pour avoir un impact sur les gaz à effet de serre et sur l'impact environnemental. Merci.